La FAA indique que SpaceX doit repasser une évaluation environnementale pour le vol numéro 2 du Starship. C'est sérieux? Ne vous en faites pas, ce n'est qu'une question de semaines. Et de toute façon, c'est la saison des ouragans et SpaceX à Boca Chica, c'est comme une usine Tesla qui construit des prototypes de fusées à une vitesse fulgurante. Et des robots. Je comprends pas. Donc, quelques semaines de plus, ça change absolument rien au projet, peu importe la raison. Et quelle belle vidéo du déploiement de satellites que SpaceX nous a partagé hier. Êtes-vous prêts pour votre voyage à travers le présent, le passé? On va parler d'un gars qui va vous inspirer cette semaine et le futur. Hey, bienvenue dans votre Actualité spatiale Show! All engine running. Let's go. Autopilot activated. Quelle semaine excitante pour SpaceX et le Starship à Boca Chica. La compagnie était prête à poursuivre le processus en déclarant qu'ils sont très proches du prochain lancement en travaillant en étroite collaboration avec les régulateurs. Mais il va y avoir un petit délai positif, mais oui. Les éléments sur lesquels SpaceX a travaillé au cours des 4 derniers mois sont tous terminés. La grande amélioration concerne la conception des pads. Ils ont résolu de nombreux problèmes concernant l'atténuation des fuites du booster afin de limiter les incendies ou les explosions. Et beaucoup d'efforts ont été déployés pour résoudre les problèmes liés à la fiabilité du moteur Raptor tels que l'étanchéité des fuites potentielles et l'ajout d'un ensemble d'équipements de capteurs à l'arrière. Et de nouvelles améliorations ont été apportées pour rendre plus fiable le système de terminaison de vol et évidemment l'anneau de transit chaud a été ajouté avec cette nouvelle méthode de séparation des étages pour le vaisseau spatial. Et il y a quelques jours, le Starship est redescendu afin de terminer la préparation du vaisseau pour le prochain vol. SpaceX a publié 2 vidéos de son centre d'essai de moteur à McGregor montrant le tir du Raptor dans différents scénarios. Et celui-ci était le moteur à vide qui s'allumait après avoir été intensément refroidi pour imiter l'environnement très froid après un voyage dans l'espace. Et par la suite, ce fut le tour d'un Raptor tirant au niveau de la mer pour simuler la descente sur la surface lunaire. Quelque chose qui nécessite de grandes variations des gaz, étant donné la faible gravité. Alors oui, c'est le compte à rebours final et l'indice le plus récent vient de l'administrateur de la FAA qui nous disait il n'y a pas si longtemps que tout allait bien dans les communications avec SpaceX, tout ça, c'est correct. Avant d'être autorisé à effectuer un deuxième lancement de Starship Super Heavy, SpaceX doit obtenir une licence modifiée de la FAA qui répond à toutes les exigences réglementaires en matière de sécurité, d'environnement et autres. Et dans le cadre de ce processus de détermination des demandes de licence, la FAA examinera les nouvelles informations environnementales, y compris les changements liés à la rampe de lancement ainsi que d'autres modifications proposées sur les véhicules et les vols. La FAA réalisera une réévaluation écrite pour l'évaluation environnementale programmatique de 2022, évaluant les nouvelles informations environnementales, y compris une consultation en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition avec le US Fish and Wildlife Services. Si la FAA détermine par le biais de ce processus que le contenu ne reste pas valide à la lumière des modifications proposées pour le vol 2, un examen environnemental supplémentaire sera nécessaire. En conséquence, la FAA n'a pas autorisé le vol 2 proposé par SpaceX. Et la FAA fournira des mises à jour avec une notification de toute détermination de licence ou des résultats d'un examen environnemental supplémentaire. Hey, merci à tous, l'équipe du projet FAA, SpaceX, Boca Chica. Ben oui, c'est ça. Hey, c'est beau les fonctionnaires, good job. Je pense qu'il y en a qui vont être contents, mais ça va durer quelques semaines seulement. Les équipes travaillent ensemble et sont optimistes que l'approbation pourrait avoir lieu le mois prochain. L'enthousiasme des fans et de l'équipe de SpaceX est très clair. En début de semaine, cette arrivée massive de tous les employés sur le site de lancement, c'était un bon signe des événements à venir. Et peu de temps après, cette nouvelle image est apparue. La fameuse séance de photos de famille parfaite, sous-titrée « Fabriquée sur Terre par des humains ». Ben oui, désespérez pas, allez voir ma vidéo de la semaine passée, vous allez mieux comprendre. La relation FAA-SpaceX, c'est juste partie remise, ça sera pas long. En attendant le prochain vol du Starship de SpaceX, dirigeons-nous du côté de la NASA qui ont commencé l'installation du premier moteur RS-25 pour la mission Artemis II. Ben oui.
Aerojet Rocketdyne installe présentement l'un de ses 4 moteurs de fusée à propelgate liquide ARS-25 dans le deuxième étage central du système de lancement spatial SLS de la NASA au Mission Assembly Facility ou le MAF de l'agence en Nouvelle-Orléans. Et c'est finalement le 11 septembre que débutait l'installation des anciens moteurs principaux de la navette spatiale, les fameux SSME, qui sont améliorés au Car Stage 2 du MAF. Et ben c'est plusieurs mois plus tard que ce qui était prévu. Les moteurs étaient à l'origine déballés et préparés pour l'installation au début de cette année, à peu près au moment où la section moteur de l'étage principal était accouplée au reste de l'étage, mais la préparation de l'étage principal a été retardée. Les moteurs sont donc retournés dans leur conteneur de stockage vers le mois de mars, puis ils sont restés là jusqu'à la fin août, date à laquelle les préparatifs préalables à l'installation ont été refaits. Une fois que tous les moteurs seront installés dans la section et que tout le reste du matériel est entièrement assemblé, les tests intégrés finaux peuvent être effectués avant la livraison sur son site de lancement du Kennedy Space Center, qui, selon la NASA, aura lieu en novembre ou à la fin de l'automne. Et le premier moteur installé dans l'étage principal du test en vol de survol lunaire en équipage Artemis 2, c'était le moteur 2059 qui a été boulonné en position numéro 2 le 11 septembre. L'étage est actuellement tourné de sorte que la position numéro 2 soit en haut à gauche, avec le numéro 1 en haut à droite, le numéro 3 en bas à gauche, puis le numéro 4 en bas à droite. Il préfère mettre d'abord ceux du haut, puis retirer l'entretoise de l'installateur pour l'abaisser, puis mettre les moteurs 3 et 4. Le plan de base, c'est de mettre les moteurs dans l'ordre 1, 2, 3, 4, mais ce qui est arrivé, c'est que le moteur numéro 2 est arrivé avant les autres. Leur procédure d'installation des moteurs, leur accouplement logiciel, puis leur accouplement dur sont similaires à la dernière fois, il y a 4 ans, mais l'équipe d'installation des moteurs a revu le processus et a apporté quelques améliorations. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les jeux entre les différentes parties du moteur ARS-25 et l'étage central pendant le processus d'installation sont extrêmement faibles. Bien que chaque moteur soit orienté différemment, les dégagements sont à peu près les mêmes. Puis une des difficultés réside dans l'accès à la zone qu'ils doivent inspecter. Un conduit LOX ou oxygène liquide basse pression se trouve dans la zone du carénage et permet de passer par-dessus le moteur et de regarder dans l'espace que l'opérateur du cardan doit regarder pour aligner ces deux éléments. Et ça, c'est vraiment pas évident, mais c'est juste l'orientation et la manière dont la personne doit s'y rendre pour accéder à tout ça là, qui est compliqué. Mais quand tu es capable de rentrer là, après ça, tout va bien. 2 des 4 moteurs E2047 et E2059 qui devraient être les premiers installés sont des vétérans de plusieurs missions de la navette spatiale. Le moteur 2047 a effectué 15 lancements différents de la navette, en commençant par STS-91 sur Discovery ou l'orbiteur en juin 1998, puis en terminant par le dernier vol de la navette STS-135 lancé en juillet 2011. Et du côté du moteur 2059, oui, lui aussi a effectué plusieurs missions, 5 lancements de navette. Et les deux autres, c'est des ensembles de pièces de rechange, des doubles, si jamais il y avait des problèmes avec les moteurs durant le programme des navettes, donc qui n'ont jamais servi. Et maintenant que l'installation a commencé, l'accouplement progressif des 4 moteurs constitue d'abord la prochaine étape majeure. Puis une fois que les moteurs entièrement fixés à l'étage, l'équipe d'Aerojet Rocketdyne aura la tâche de vérifier les fuites entre l'étage et les moteurs. Et ça, c'est vraiment important parce que si l'une des pompes à carburant basse pression ou LOX commence à fuir, ça représente beaucoup de travail pour retirer cette pompe et changer le joint, imaginez. Il n'y a pas beaucoup de place pour travailler, comme on disait, puis si la fuite continue, après 3 essais, c'est terminé, ils doivent débarquer le moteur parce qu'ils ont une vision limitée de la cause de la fuite potentielle. C'est super de changer des pièces pour changer des pièces, mais il faut être certain que c'était vraiment ça le problème de la fuite, fait qu'il faut pas qu'il y ait de fuite. Imaginez là, le moteur qui est rendu sur la fusée SLS qui a une fuite, ça serait pas cool. Une fois que toutes ces vérifications de fuite seront complétées, ils commenceront à mettre le véhicule sous tension pour les vérifications des moteurs. Il y aura entre autres les vérifications électriques, pneumatiques et hydrauliques. L'étage sera par la suite livré au Kennedy Space Center pour l'assemblage vertical. Ils sont un peu en retard, mais il faut pas paniquer, ils ont de l'expérience avec Artemis 1, puis il reste encore beaucoup de temps. Et ils ont de l'argent. Ouais, ça c'est moins drôle. Je vous en parle, le prochain chapitre. La NASA admet enfin ce que tout le monde sait déjà. C'est de la merde. Non, mais
inabordable. Ferme ton Starship. Le fameux Government Accountability Office, ça, c'est une agence qui évalue l'efficacité avec laquelle l'argent des contribuables américains est dépensé, imaginez, affirme que la NASA manque de transparence sur les coûts réels de son programme de fusée Space Launch System. Publié jeudi dernier, un nouveau rapport examine les milliards de dollars dépensés par la NASA pour le développement de l'énorme fusée qui a fait ses débuts avec succès fin 2022 avec la mission Artemis 1. Une chance que c'est un succès. Mais voilà que les responsables de la NASA ont admis que la fusée était trop chère pour soutenir ses efforts d'exploration lunaire dans le cadre du programme Artemis. Et selon eux, au niveau actuel des coûts, eh bien, le programme SLS est inabordable. Le Government Accountability Office a exprimé de sérieuses inquiétudes quant à la décision de la NASA de ne pas mesurer les coûts de production des éléments de la fusée SLS. Et là, on parle des étages centraux puis des moteurs de fusée. Oups. Et au lieu de ça, eh bien, la NASA a déclaré « Nous prévoyons de surveiller les coûts de production et l'abordabilité du programme SLS via l'estimation des coûts de production et d'exploitation sur 5 ans. » 5 ans, c'est sérieux ça? Ça va être long pour les contribuables américains. C'est pas vraiment justifiable, surtout que la NASA n'a pas mis à jour ses estimations des coûts de production depuis 5 ans. Le rapport cite également des inquiétudes concernant les coûts de développement du futur matériel pour le programme de fusée coûteux de la NASA, y compris l'étage supérieur d'exploration. Et un autre problème avec les estimations de coûts de la NASA, c'est qu'elle ne semble pas tenir compte des retards des missions Artemis. La NASA reconnaît la nécessité d'améliorer l'accessibilité financière du programme SLS, mais mes amis, au niveau actuel des coûts, c'est clair que le programme SLS, il est vraiment pas viable et dépasse ce que les responsables de la NASA pensent être disponible pour ces missions Artemis. Et les responsables de l'agence spatiale ont déclaré qu'il y avait un plan en 4 étapes pour réduire les coûts du programme. Écoutez bien ça. Nous devons stabiliser le planning des vols, améliorer l'efficacité de la courbe d'apprentissage, c'est important, là, encourager l'innovation et ajuster les stratégies d'acquisition pour réduire le risque de coût. Ouais. La NASA a fait quelques progrès dans la mise en œuvre de ces stratégies, mais n'est pas du tout sûr qu'ils seront capables de contrôler les coûts. Par exemple, la NASA a récemment déclaré qu'elle travaillait avec Aerojet, ça c'est le principal entrepreneur des moteurs principaux de la fusée SLS qu'on parlait tantôt, là, pour réduire le coût de chaque moteur de 30%. Et on parle de 70,5 millions de dollars d'ici la fin de cette décennie, là, voyons. Et lors du calcul des économies projetées sur les nouveaux moteurs RS-25, eh bien, la NASA et Aerojet n'ont inclus que le matériel, le support technique et la main-d'œuvre tactile, tandis que la gestion du projet puis les frais généraux sont exclus. Puis même à 70,5 millions de dollars, ces moteurs sont très loin d'être abordables par rapport au marché commercial américain existant pour les puissants moteurs de fusée. On parle juste de Blue Origin qui fabrique un moteur de puissance et de taille comparable. Le fameux BE-4 pour moins de 20 millions de dollars. Et il y a également SpaceX qui cherche à réduire encore davantage les coûts du moteur de fusée Raptor, tout aussi puissant, à moins d'1 million de dollars par moteur. Ça vaut la peine de réallumer tout ça. 1 million par moteur. Pas tout de suite. Non. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. Bien que la société n'ait pas encore fait d'annonce officielle, eh bien, le New Shepard de Blue Origin devrait faire son retour très bientôt. Il y a déjà 1 an, la fusée suborbitale New Shepard de Blue Origin s'écrasait dans le désert après avoir subi une anomalie. Le système d'échappement de la capsule a fonctionné comme prévu, larguant une charge utile d'expérience scientifique loin de la fusée pour un atterrissage assisté par parachute. Mais heureusement, aucun équipage n'était à bord pour ce qui aurait été un voyage terrifiant. Depuis, eh bien, Blue Origin a annoncé avoir commencé à mettre en œuvre des actions correctives, mais pourtant, la relance de la fusée New Shepard prend du temps, puis Blue Origin n'a pas annoncé de calendrier pour son retour. Et lors de son dernier vol pour la mission NS-23, eh bien, la fusée New Shepard de Blue Origin a rencontré le problème environ 65 secondes après le lancement. Le système d'échappement de la capsule a fonctionné comme prévu, puis les 36 charges utiles de recherche à bord de la fusée ont atterri intactes. En gros, la fusée a explosé et Blue Origin a ensuite ouvert une enquête d'anomalie sur l'incident. Il a publié ses résultats en mars, indiquant que la tuyère du moteur BE-3PM du premier étage de la fusée avait subi une défaillance thermostructurelle qui avait provoqué un désagrément
désalignement de la poussée et déclencher le système d'échappement de la Crew Capsule. Et la société a ensuite annoncé qu'elle avait commencé à mettre en œuvre des mesures correctives, notamment des modifications de conception de la chambre de combustion de la fusée. Et dans l'annonce de mars, eh bien, la société a expliqué qu'elle espérait reprendre le vol bientôt et que sa première mission serait de relancer les charges utiles de recherche du NS-23. Et cet été, lors d'un discours prononcé le 6 juin par le PDG de Blue Origin, nous apprenions que l'entreprise n'était qu'à quelques semaines du prochain vol de New Shepard. NS-23 était la 23e mission New Shepard de Blue Origin et 6 de ces missions ont transporté des touristes spatiaux dans l'espace suborbital où ils ont fait l'expérience de l'apesanteur pendant quelques minutes avant de descendre pour un atterrissage assisté par parachute. Et d'ailleurs, Jeff Bezos, le fondateur de Blue Origin et d'Amazon, faisait partie du tout premier groupe à voler à bord du New Shepard. Et le dernier vol du New Shepard en équipage a eu lieu en août 2022, un mois avant l'anomalie New Shepard lors de la mission de recherche NS-23. Blue Origin est donc sur le point d'effectuer un vol d'essai sans équipage au début octobre, et si tout se déroule comme prévu, eh bien la société enverra un équipage dans l'espace en février de l'année prochaine. Et depuis que New Shepard a été cloué au sol, le concurrent de Blue Origin, Virgin Galactic, a lancé 4 missions avec équipage à bord de son vaisseau spatial VSS Unity, qui vole également vers l'espace suborbital. VSS Unity permet également aux passagers de faire l'expérience de l'apesanteur pendant quelques minutes, mais il revient ensuite sur Terre, juste avec l'avion, le spaceship, pour un atterrissage sur une piste en toute sécurité. Ben oui. Oh my God. Oh, this is unbelievable. This is too unbelievable. And please return to your seats and strap in. Approach and re-entry. Okay. Get back up. La semaine dernière, la compagnie Firefly a lancé la mission Victus Nox de la Space Force. Ça, c'est un petit satellite Millennium. C'est quoi ça? La mission Space Force, connue sous le nom de Victus Nox, a volé sur une fusée Firefly Alpha. Il a décollé depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie et à la demande du gouvernement, eh bien, Firefly n'a pas diffusé le lancement en direct. Space System Command et Firefly Aerospace ont réussi à encapsuler un véhicule spatial construit par Millennium Space System, à l'accoupler au lanceur Alpha de Firefly et à terminer tous les préparatifs finaux de lancement en seulement 24 heures. Firefly et Millennium ont été sélectionnés l'année dernière pour la mission Victus Nox et le 30 août, les entreprises ont annoncé qu'elles étaient en attente d'une notification d'alerte de la Space Force. Après avoir reçu l'alerte, les sociétés disposaient d'une fenêtre de 60 heures pour transporter la charge utile jusqu'au site de lancement de Firefly à Vandenberg et effectuer les opérations de ravitaillement et l'intégrer à l'adapteur de charge utile de la fusée Alpha. Le véhicule spatial a donc été transporté sur 260 km depuis les installations d'El Sangando de Millennium jusqu'à la base spatiale Vandenberg où il a été testé, alimenté en carburant et accouplé à l'adaptateur de lancement en un peu moins de 58 heures. Et ça, 58 heures, c'est nettement plus rapide que le délai habituel là, de semaines et même de mois. Et après que la Space Force a donné à Firefly l'appel concernant les paramètres de lancement et d'orbite, eh bien la société a eu 24 heures pour mettre à jour la trajectoire, encapsuler la charge utile, la transporter vers la plateforme et se tenir prêt à lancer. Et le décollage a donc eu lieu à la première fenêtre de lancement disponible, soit 27 heures après la réception des ordres de lancement, établissant un nouveau record de lancement spatial réactif. Et cet exercice prouve donc que la force spatiale américaine peut rapidement intégrer des capacités et répondra à une agression lorsqu'elle sera appelé à le faire dans des délais raisonnables. Victus Nox, eh bien, c'était le 3e lancement de Firefly. Et dans le cadre de cette mission, la société a déclaré avoir testé un rallumage alpha de 2e étape et une rentrée ciblée. Et la précédente mission spatiale réactive avait été lancée sur un no-drop Grumman Pegasus en juin 2021. Vous voulez une source d'inspiration? Eh bien, aujourd'hui, je vous parle de José Hernandez, qui, pour réaliser son rêve de devenir astronaute, a trouvé le moyen. J'ai pas
postulé 12 fois pour devenir astronaute et à chaque refus, j'ai trouvé le moyen d'essayer encore plus fort. 5 ingrédients clés ont façonné la vie de José M. Hernandez et l'ont aidé à devenir l'un des rares astronautes latino-américains de la NASA. Et dès son plus jeune âge, lui et ses frères et sœurs aidaient ses parents migrants Salvador et Julia Hernandez, qui travaillaient dans une ferme à accueillir des produits dans les champs de la vallée de San Joaquin en Californie. Et même s'il manquait souvent à l'école et déménageait pendant un certain temps, bien Hernandez était fasciné par les étoiles et l'espace et avait un rêve en tête: devenir astronaute. La famille Hernandez suivait les récoltes saisonnières et enfin, il travaillait au champ avec ses parents. Hernandez ne parlait qu'espagnol jusqu'à l'âge de 12 ans et fréquentait sporadiquement l'école. Et une fois que la famille s'est installée et a planté ses racines, Hernandez a été diplômé du lycée Franklin de Stockton et a utilisé la feuille de route de son père pour réaliser son rêve. Le père d'Hernandez s'appelait Salvador, puis il a donné de sages conseils à son jeune fils lorsqu'il était frustré de cueillir des produits dans les champs. Il lui a parlé régulièrement de sa recette du succès. Trouvez votre objectif, sachez où vous êtes, dessinez une feuille de route. Et si vous ne savez pas comment, apprenez-le. Et quand vous pensez avoir réussi, vous devez travailler plus dur. Et je pense que ça sert pas mal à tout le monde, hein? Et en 1984, Hernandez a obtenu son baccalauréat en génie électrique de l'Université du Pacifique. Et 2 ans plus tard, il obtient une maîtrise en génie électrique et informatique de l'Université de Californie à Santa Barbara. Et après avoir obtenu sa maîtrise, il a travaillé au Lawrence Livermore National Laboratory en Californie du Nord. Et il était l'un des rares latinos là-bas à imaginer quand il disait qu'il voulait être astronaute. Et bien qu'il ait été rejeté année après année, il a postulé 12 fois au programme de formation de la NASA avant d'être accepté en 2004 à l'âge de 42 ans. 42 ans quand même. Et pour enrichir sa candidature, il devient plongeur certifié, obtient son brevet de pilote et apprend à parler russe. Et finalement, le 29 août 2009, Hernandez pourra enfin aller dans l'espace. Il a voyagé 14 jours en tant que membre d'équipage de la navette Discovery, qui transportait 7 tonnes d'équipements et de fournitures vers la Station spatiale internationale. Et son voyage a fait de lui le premier ancien ouvrier agricole migrant à avoir voyagé dans l'espace. Hernandez vit toujours à Stockton, en Californie, et dirige la société de conseil en aérospatial qu'il a cofondatée, Tierra Luna. Il cueille toujours des raisins avec son père, mais cette fois dans leur vignoble, où ils élaborent et vendent leur propre gamme de vins, Tierra Luna Cellars. Il est également conférencier, motivateur et fait des apparitions lors de divers événements. L'objectif d'Hernandez, c'est d'encourager les enfants de toute culture ou race à atteindre leur plein potentiel. En gros, que les gens poursuivent leurs propres rêves, comme il l'a fait lui-même. Vous avez le droit de rêver, hein? Les oiseaux volent en poussant l'air. L'humanité a fait beaucoup de choses en poussant l'air. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire un court résumé d'une machine incroyable qui pousse l'air. Le moteur à réaction. Le moteur à réaction aspire l'air à l'avant et pousse un jet d'air à l'arrière. Cette force est appelée poussée, puis elle déplace un avion dans le ciel. Alors voyons comment ça fonctionne. Une énorme fan est à l'avant du moteur et elle aspire l'air autour du moteur et l'envoie également dans le moteur. L'air entre dans un compresseur qui compresse l'air et chaque section devient de plus en plus petite. Les fameuses pales ou aubes pressent l'air dans un espace de plus en plus étroit pour se comprimer. Et par la suite, cet air comprimé est mélangé avec du carburéacteur ou du kérosène, ça c'est une sorte d'essence d'aviation, dans la chambre à combustion. Les deux s'enflamment par la suite et sont éjectés à l'arrière du moteur. Et le flux d'air chaud tourne la turbine derrière le moteur avant de sortir. Et les gaz font tourner une turbine qui est située juste à l'arrière du moteur sur le même axe que le compresseur, juste après la chambre à combustion. Et le mouvement de la turbine provoque ainsi celui du compresseur, et puis ça permet à la réaction de se faire en continu. Et donc, il y a le ou les compresseurs en avant qui compressent l'air, et il y a les turbines en arrière qui tournent comme un moulin à vent. Et ce moulin à vent ou turbine, ça récupère l'énergie de l'air chauffé, puis ça fait tourner l'arbre connecté à la fan à l'avant du moteur. Et l'excès d'air chaud de la chambre de combustion souffle à l'arrière du moteur, produisant une poussée. Mais rappelez-vous que l'air qui est envoyé en arrière grâce à la fan, puis qui passe pas dans le moteur, qui passe autour du moteur, la poussée est beaucoup plus grande que celle fournie par l'air qui passe à travers le moteur et qui sort par la tuyère arrière. C'est particulier.
Et de manière générale, les turboréacteurs permettent donc de transformer l'énergie chimique contenue dans un carburant en énergie cinétique, un mouvement. Et les moteurs à réaction développés aujourd'hui sont beaucoup plus complexes qu'autrefois. Ils sont par exemple équipés d'inverseurs de poussée qui servent à freiner l'appareil. Et un inverseur de poussée, le moteur il tourne pas dans le sens opposé. Ben non, c'est juste des panneaux qui vont s'ouvrir pour pousser l'air vers l'avant, c'est tout. Ben oui, c'est important de comprendre, le jet est redirigé simplement vers l'avant du moteur. Et plusieurs sous-catégories de moteurs à réaction existent. Ben, il y a les turboréacteurs à compresseur centrifuge ou axial. Et ça, c'est la sorte de compresseur qu'il y a en avant, le centrifuge ou axial. Chacun a des particularités. Il y a les moteurs à réaction double flux, les stratoréacteurs, les turbopropulseurs qu'on connaît bien, les turbomoteurs à turbine libre. Et en passant, les turbopropulseurs du Dash 8 comme Jopère, ben, ils utilisent la puissance de la turbine en arrière pour entraîner l'hélice en avant. Oh, c'est pour ça qu'on appelle ça une turbine libre. C'est vraiment libre. On tourne l'hélice, puis ça fait tourner la turbine de puissance qui est en arrière, mais le moteur, il est entre ça. Donc, c'est vraiment l'hélice qui est fixée à l'extérieur de l'avion qui fournit l'essentiel de la poussée. Et les turbopropulseurs offrent la solution la plus économique pour les vols courriers. Oui, ils sont plus efficaces et consomment beaucoup moins de carburant, mais sont limités en termes d'altitude et distance. De toute façon, je ne verrai pas un autre avion atterrir sur ces pistes. À chaque semaine, je réponds à une question Cosmos. La semaine dernière, eh bien, nous avons appris pourquoi la planète Vénus est si différente de la Terre. Et cette semaine, je vous pose cette question. Pourquoi sommes-nous si certains que le réchauffement climatique, eh bien, c'est le résultat de notre négligence? En 1958, Charles David Keeling, un océanographe, élabore une technique pour déterminer la quantité de CO2 dans l'air. Et ça lui a permis de réaliser que notre planète respire, mais pas seulement. Non, il remarque qu'il y a une augmentation rapide et sans précédent du CO2 qui se poursuit depuis. Nous sommes très loin du dioxyde qui a accompagné le développement de l'agriculture et des civilisations. En réalité, la Terre n'a rien connu de semblable depuis 3 millions d'années. Et avec la science, ce qui est beau là-dedans, c'est que nous avons la preuve. Les scientifiques ont prélevé des carottes de glace dans les profondeurs du Groenland et de l'Antarctique, et les couches de glace ont emprisonné de l'air datant de la préhistoire. Et nous avons donc la trace des changements dans notre atmosphère au cours des 800 000 dernières années. Et durant tout ce temps, la quantité de CO2 dans l'air n'a jamais dépassé 0,03 %. Ben, pas avant le début du 20e siècle. Et depuis, eh bien, la quantité augmente régulièrement et rapidement. Elle est jusqu'à 40 % plus élevée qu'avant la révolution industrielle. En brûlant du charbon, du pétrole et du gaz, eh bien, notre civilisation produit du CO2 plus vite que la Terre ne peut l'absorber. Ben alors, c'est assez simple, il s'accumule dans l'atmosphère, puis la planète se réchauffe. Tous les objets chauds dégagent une sorte de lumière invisible à l'œil nu, on les appelle les infrarouges. Et voici à quoi ressemble la Terre en images infrarouges. Ça, c'est sa chaleur corporelle. Les rayons de soleil viennent heurter la surface terrestre. Le sol absorbe une grande quantité de cette énergie, puis la libère sous forme de chaleur, comme les images infrarouges nous le montrent. Mais le CO2 de notre planète absorbe la majeure partie de ce rayonnement et renvoie une grande quantité vers la surface. Et ce phénomène que nous appelons l'effet de serre accentue encore plus le réchauffement. Et c'est assez simple, peut-être un peu trop pour l'ignorer. Et sans CO2 dans l'air, eh bien, notre planète serait qu'une grosse boule de neige et nous n'existerions pas. À petite dose, eh bien, l'effet de serre a du bon, mais s'il augmente, il peut changer le climat et détruire notre mode de vie. Mais pourquoi ce serait nous qui cause le problème? Pourquoi pas les volcans? Bien, chaque année, des milliers de volcans crachent du CO2 dans l'atmosphère. Ça équivaut à environ 500 millions de tonnes. Mais mes amis, ce chiffre ne représente même pas 2 % des 30 milliards de tonnes de CO2 que notre civilisation produit à chaque année. Et le CO2 d'origine volcanique, bien, c'est facilement identifiable. Il est légèrement plus lourd que celui produit par la combustion des énergies fossiles. On peut donc différencier les deux en comparant leurs atomes. Bref, je suis désolé de vous apprendre que tous les indices pointent vers nous.
Ce gaz joue donc un rôle clé pour le climat. Le problème, c'est que personne ne le voit et il est invisible. Imaginez si nous pouvions le voir, ça changerait probablement notre perception. En tout cas, ça nous permettrait d'avoir conscience de ce que nous sommes en train de faire. Bref, des preuves, nous en avons. La NASA a même compilé des données de température au fil des ans et nous a partagé les résultats. Il y a des augmentations de la température globale depuis 1880. C'est toujours plus chaud et en 1896, un scientifique suédois avait calculé qu'un doublement de la quantité de CO2 dans notre atmosphère ferait fondre les glaces de l'Arctique. Et en 1938, un ingénieur anglais du nom de Callender a réuni les preuves que l'augmentation de la température avait un lien direct avec l'augmentation du CO2. Et en 1960, c'était au tour de Carl Sagan d'exposer le premier schéma de l'emballement de l'effet de serre sur Vénus. Et depuis, il s'intéressa aux atmosphères des planètes, dont la nôtre. Et en 1980, il sonne l'alarme. Nous libérons d'énormes quantités de dioxyde de carbone, ce qui accroît l'effet de serre. Il ne faut sans doute pas grand-chose pour rompre l'équilibre climatique de notre planète, pour transformer ce paradis, notre seul havre dans l'univers, en un enfer. Et depuis ce temps, c'est pire que jamais, puis si nous ne changeons pas nos habitudes, quelle planète laisserons-nous à nos enfants? Sérieux. Des vagues de chaleur meurtrières, des sécheresses records, l'élévation du niveau de la mer, des extinctions massives d'espèces animales. Bref, pour ceux qui ont encore des doutes, j'entends souvent « Il n'y a pas de réchauffement climatique, les hivers sont toujours plus froids. » Mais le problème, c'est que la météo et le climat, c'est très différent, mais c'est vraiment pas la même chose. La météo, c'est des phénomènes atmosphériques à court terme qui se mesurent en heures ou en jours, puis c'est extrêmement variable. Et c'est pour ça que vos prévisions météorologiques sur 10 jours, ça n'a aucun sens. Le climat est très différent, c'est une synthèse du temps qui fait sur une période de plusieurs années. Il est façonné par des phénomènes qui peuvent varier l'équilibre énergétique dans l'atmosphère, comme par exemple l'activité du Soleil, l'inclinaison de l'axe de la Terre, la quantité de rayons de soleil réfléchis par le sol et la fameuse concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Bref, j'ai la chance de travailler au Nord, puis je peux vous dire que l'augmentation de CO2 dans notre atmosphère, c'est définitivement visible. La combustion de l'énergie fossile stocke encore plus l'énergie du Soleil, mais toute cette énergie doit être partagée, et si une petite partie réchauffe l'air, une plus grosse doit être absorbée par les océans qui se réchauffent. Et cette conséquence est visible dans l'océan Arctique et sur les terres qui l'entourent. Mais moins de glace au pôle Nord, c'est pas si grave, on n'est même pas là. C'est sérieux? Tu devrais aller faire un voyage dans le futur, tu comprendrais. Les glaciers sont la partie la plus claire de notre planète, puis l'océan la plus sombre. Alors, écoutez bien ça. La fameuse glace réfléchit les rayons de soleil vers l'espace, tandis que l'océan les absorbe et se réchauffe. Donc, ça fait fondre encore plus la glace, et ce n'est que le début. C'est une rétroaction positive, qui est tant qu'à moi pas très positive. Le 16 juillet 1969, le monde entier regardait avec émerveillement Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins débuter une mission historique à bord d'Apollo 11. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler des dessous du film Le Premier Homme ou First Man. Espérant atteindre la Lune avant la fin de la décennie, la NASA organise une série de missions dangereuses au début des années 1960 et l'ingénieur Neil Armstrong se joint au programme spatial en passant des années en formation et à risquer sa vie lors des essais de vol. Pilote jugé un peu discret par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera le 21 juillet 1969 ou le 20 juillet si vous êtes en Amérique parce que ça dépend vraiment de l'heure, mais c'est 2h56 UTC, donc on est le 20 en Amérique et le 21 en Europe. Il sera le premier homme à marcher sur la Lune et durant 8 ans, il subit un entraînement de plus en plus difficile, assumant courageusement tous les risques d'un voyage vers l'inconnu et meurtri par des épreuves personnelles qui laissent des traces. Bien Armstrong tente d'être un mari aimant auprès d'une femme qu'il avait épousée en espérant une vie normale, assez un peu trompé. Il faut avaler la pilule, c'est le dernier prince de toute la galaxie. Et dans le film Premier Homme, c'est une série de maquettes pour reconstituer certaines parties des missions du lancement aux scènes en plein vol qui ont été utilisées. 14 imprimantes 3D étaient à leur disposition et quand ils ont opté pour des effets avec des maquettes, l'un des principaux défis a été de travailler sur une véritable histoire parce que dans un film fantastique ou de science-fiction, les spectateurs sont prêts à croire à beaucoup de choses. C'était donc important de créer des maquettes de vaisseaux de façon réaliste pour faire croire aux spectateurs que ce qu'ils voient est bel et bien réel, parce que c'est un événement réel, mais oui.
Et heureusement, la quantité considérable d'images d'archives conservées par la NASA qui documentent les missions Gemini et Apollo ont aidé grandement leur travail. Et une fois que les différentes parties réalisées à l'aide de ces toutes nouvelles techniques, il y avait encore beaucoup de travail manuel à faire. Ils devaient assembler, peindre et leur donner une texture d'époque. Et par exemple, pour le module de service et de commande Apollo, la partie module de commande était recouverte de bandes métalliques. Ils ont donc dû appliquer à la main de la bande d'aluminium pour obtenir une surface réfléchissante. Et le module lunaire, lui, était recouvert d'un bouclier thermique fait d'aluminium anodisé noir et d'aluminium doré. Bien que leur équipe dispose de technologies modernes, il a fallu qu'une personne découpe ces matériaux à la main et les applique. Et le module lunaire LEM a dû être construit en modèle réduit et en modèle grandeur nature pour pouvoir utiliser le cadran avec l'écran lumineux. Et pour les scènes sur la Lune, il y avait le faux module à taille réelle et pour toutes les autres scènes du voyage translunaire, c'était la version miniature. Et oui, du côté de la fusée Saturn V, le modèle ne mesurait que 4 mètres de haut, mais il était complètement identique. Oui, parfois pendant les tournages, une image était présente pour aider les acteurs à avoir une meilleure idée en temps réel. Et l'un des décors les plus compliqués à concevoir, vous l'avez deviné, c'était le cockpit. Et de plus, il fallait que les alarmes allument au bon endroit. Flotter en apesanteur, ça aussi, c'est un autre défi d'ingéniosité. Certaines parties des séquences d'apesanteur dans le film ont impliqué un travail de fil. Et dans d'autres parties, ils placent la caméra au sol et filment par le bas pour donner l'impression d'être suspendu dans les airs. Et ça, c'était une technique mise au point par Stanley Kubrick sur le tournage de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui a été réalisé il y a très longtemps déjà. Et le film a également simulé le réel alunissage. Et de nouveaux films se déroulant dans l'espace utilise des paysages naturels en guise de planète. Comme par exemple Le Martien qui a utilisé le désert de Wadi Rum en Jordanie à la place de Mars et Interstellaire, ce merveilleux film qui a utilisé l'Islande pour ses scènes de planètes de glace. First Man, lui, il a été tourné à Atlanta, en Georgie, puis il fait plutôt vert là-bas, donc c'est pas un substitut idéal pour une surface rocheuse grise. Et certaines parties ont été tournées dans une carrière pour mieux capturer la ligne d'horizon, et d'autres parties de l'alunissage ont été réalisées sur une scène. Et après le tournage, les acteurs sont restés au centre spatial Johnson en Floride pour assister au lancement d'une fusée Falcon Heavy. Et après le succès du décollage de la fusée et du retour sur Terre des deux propulseurs principaux, les acteurs, alors qu'ils se trouvaient sur le toit du VAB pour attendre l'arrivée de l'ascenseur, ils ont aperçu un aigle à tête blanche, l'emblème des États-Unis qui s'est posé juste derrière eux. Bref, cette expérience restera à jamais gravée dans leur mémoire. Et ça a été une façon inoubliable de souligner la fin du tournage. L'aigle a effectivement aluni. TV circuit breaker in. And we're getting a picture on the TV. Okay, you got a good picture, huh? Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Neil, we can see you coming. Okay, I just checked. Getting back up to that first step. That isn't collapsed too far, but it's adequate to get back up. Roger, we copy. It's a pretty good little jump. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Et ça complète votre actualité spatiale show de la semaine. Merci, merci, merci. Hey, merci d'être ici, merci de me supporter, merci pour vos commentaires, ça fait toujours plaisir. Et comme disait Confucius cette semaine, c'est bon pour SpaceX. Et pour ta chaîne YouTube aussi. Ouais, c'est vrai. Il n'est pas nécessaire d'aller vite, le tout est de ne pas s'arrêter. N'oubliez pas de regarder le ciel d'automne et ne jamais, jamais, jamais arrêter d'escalader la montagne qui vous rapproche de vos passions. Soyez Blue Dot, vous avez le droit de rêver, puis le futur, ça commence maintenant. Adios, amigos!